tous et bienvenue dans cette nouvelle conversation de Mythe. Aujourd'hui, on reçoit à nouveau Kevin et on va parler de lecture d'articles scientifiques. Je vous invite à vous rendre sur notre chaîne YouTube Les Conversations de Mythe et à penser à vous abonner. Salut Kevin. Salut Justine. Ça va? Ça va et toi? Donc tu viens pour la deuxième fois. Oui. Donc on a parlé la première fois d'outils scientifiques pour la perte de poids. Exactement. C'est un podcast qui a eu beaucoup de succès. Et aujourd'hui, on te reçoit pour parler de lecture d'articles scientifiques. Et j'ai envie de dire, c'est un domaine que tu maîtrises plutôt bien. Et surtout, depuis plusieurs mois, voire années, c'est aussi un sujet que tu donnes en formation. C'est un sujet que je donne en formation, c'est un sujet qui m'anime parce que de par mon parcours, j'en ai fait pendant bien 6-7 ans de la recherche, avec des publications, donc savoir comment on publie, savoir un petit peu les différents types d'études qu'on peut faire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'anime dans la mesure où j'aime beaucoup ce métier de la recherche que je ne fais plus à l'heure actuelle, mais que j'ai fait. Et je trouve que c'est d'autant plus crucial à l'heure actuelle qu'on entend tellement de tout et son contraire. Je pense que nous, en tant que diète, on va avoir ce rôle crucial de finalement savoir où tirer les sources, comprendre la véracité des sources, si c'est bien fait, mal fait. Et finalement, c'est un peu, je trouve, le nerf de la guerre à l'heure actuelle vis-à-vis des réseaux sociaux. Ouais. Donc toi, tu es diététicien, oui. Tu es professeur en nutrition. J'enseigne la nutrition. J'enseigne la nutrition. Ouais, tu as une chaîne YouTube, oui. Justement sur laquelle tu fais beaucoup de vulgarisation scientifique. Exactement. Donc le nom de ta chaîne, c'est Kevin Cessel, Dr Kevin Cessel. On mettra ça en ressources. Ok. Et tu donnes aussi, donc on en parlait, les formations pour la lecture scientifique. Donc là, on va en parler ensemble pendant ce podcast, mais on donnera aussi toutes les références pour justement les diètes qui auront envie d'aller plus loin à la fin de ce podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer, commencer par ça, en nous expliquant pourquoi il est important pour nous, en tant que diète, de savoir lire une étude scientifique? Alors déjà, on va dire le premier gros rôle, ça va être de pouvoir un peu démêler le vrai du faux quand on entend un discours. Parce que c'est vrai que maintenant, on est bombardé d'injonctions, on est bombardé aussi de vidéos qui sont vraiment issues de littérature scientifique, ou à l'inverse, de on dit. Et je pense que c'est ultra important d'avoir un peu les outils qui nous permettent de se dire, ok, j'ai entendu un message, vraisemblablement il y a une source dans ce message, mais est-ce que la source est fiable ou déjà elle n'est pas fiable? Rien que déjà ça, je pense que c'est quelque chose de crucial. Et puis c'est aussi un petit peu, je trouve un truc qu'on oublie un petit peu nous en tant que professionnels de santé, c'est finalement d'où viennent nos recommandations. Et en fait, nos recommandations proviennent justement de commissions d'experts qui lisent des articles scientifiques et qui du coup nivellent un petit peu ces différentes sources, on va dire en termes de véracité et en termes de niveau de preuve, et qui vont donner lieu à des recommandations. Mais ça peut arriver des fois qu'on se soit mis en porte-à-faux vis-à-vis d'une recommandation. C'est quoi en fait finalement l'histoire qu'il y a derrière qui nous permet de dire oui, on est sûr que cette recommandation, elle a beaucoup de sens pour lutter contre telle ou telle pathologie ou pour améliorer sa santé au sens large. Le bêta-test, il est en 2 ans. Oui. Et on est d'accord qu'en 2 ans, on n'a pas du tout le temps de se pencher là-dessus. Malheureusement pas. On est d'accord. D'où l'importance de tes formations, en tout cas d'outils pour nous concrets justement pour apprendre à lire ça. Est-ce que toi tu penses qu'il faudrait qu'il y ait une partie de ça dans le BTS, parce que là il y a un nouveau référentiel qui vient de sortir. Est-ce que ça aurait pu être pertinent d'ajouter ça? Moi je trouve que c'est ultra pertinent. Par contre il faut bien le faire. Alors ultra pertinent parce que finalement ça va nous permettre justement d'apprendre à lire correctement les sources. Mais par contre effectivement c'est pas forcément notre job d'aller en lire en permanence pour donner de nouvelles recommandations. Parce que des fois, on n'est pas forcément formé pour, on a tendance à vouloir aller trop vite en besogne. Par contre, je pense que pour se tenir à la page, finalement, c'est quand même assez intéressant. Et puis surtout pour, finalement, aller... parce que maintenant, on a quand même de plus en plus de personnes sur les réseaux qui vont dire, il y a des sources, il y a des articles qui montrent que... Oui, mais si nous, on n'a pas le répondant pour dire, vous faites une déformation dans la mesure où vous avez 2 articles qui montrent que, mais il y en a 70 qui montrent l'inverse, du coup, des fois, on est un peu démunis face à ce genre de discours. Donc, je pense que c'est important de pouvoir aller checker les sources, aller les lire, aller les comprendre, et finalement, un peu pour mettre, on va dire, du grain à moudre vraiment dans le moulin pour qu'on comprenne un petit peu mieux, ok, il y a du vrai, il y a du faux, et nous, comment on se situe au milieu de tout ça. C'est vrai que ça, c'est quand même une particularité maintenant sur les réseaux. Je ne sais pas si tu es vraiment exposé à ça, mais maintenant, on a tendance un petit peu à sortir à tout bout de champ. Oui, mais je l'ai vu dans une étude où la science dit que, parce que c'est à la mode et que ça fait un peu sérieux.
Est-ce que toi, t'as pas... Alors, c'est une question très subjective, mais est-ce que t'as pas l'impression que ça ajoute encore un petit peu plus à la cacophonie qu'il peut y avoir en nutrition? Parce que maintenant, il y a des gens qui vont avoir l'impression de savoir lire une étude, mais qui finalement ne l'ont peut-être pas suffisamment bien lue ou n'ont peut-être pas assez confronté d'autres études, mais qui arrivent avec plein d'aplomb en se disant « mais c'est la science » ou « c'est dans tel article que je l'ai lu ». C'est-à-dire qu'en lisant un article, c'est bien, on a lu un article qui nous oriente dans, on va dire, une partie de la réponse. Sauf qu'il faut toujours se challenger, je pense, à aller voir l'autre versant de la réponse. Et puis même, des fois, au sein d'une même réponse, on peut avoir tout et son contraire. Alors, je vais citer un exemple qui est très, on va dire, touchy, qui est un peu débattu, mais en tout cas, les produits laitiers. Voilà. Pour ce qui est des produits laitiers, il y a souvent des gens qui vont vous dire, bah voilà, les produits laitiers sont néfastes pour votre santé parce qu'il y a X ou Y produits à l'intérieur. Ça, j'en parle pas, pour moi, ça n'a pas de sens. Par contre, il y a quelques études qui montrent, par exemple, qu'une surconsommation de produits laitiers chez l'homme ou chez la femme pourrait augmenter l'incidence du risque de cancer ou l'incidence du risque de cancer de la prostate. Ou du sein. Sauf que il y a très peu d'études finalement qui ont enregistré ce lien. Il y a d'autres études qui n'ont enregistré aucun lien. Et à l'inverse, il y a d'autres études qui vont dire que ça a plutôt un effet positif. Sauf que si on s'oriente vraiment que du côté cancer et qu'on clique ces deux études, bah on est convaincu que finalement les produits laitiers sont néfastes à la santé. Alors qu'à l'inverse, maintenant, si on envisage la santé au sens large avec d'autres types de pathologies, comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète de type 2, bah on s'aperçoit qu'il y a la littérature qui montre qu'au contraire, ceux qui consomment des produits laitiers sont ceux qui font moins de maladies cardiovasculaires ou sont ceux qui font moins de diabète de type 2. Donc quand même on essaie d'envisager la santé au sens large, bah en fait on peut avoir deux professionnels qui disent un message contraire, c'est juste qu'ils n'envisagent pas la même pathologie. Mais encore une fois, je pense qu'un truc qui est important à rappeler, c'est que on a toujours un biais cognitif qui fait qu'on a envie de se rassurer par rapport à nos propres croyances. C'est ce que j'allais te demander. Et malheureusement, on va avoir cette fâcheuse tendance à aller lire des articles qui vont nous rassurer par rapport à ce qu'on pense. Ouais. Donc si je suis convaincu que les produits laitiers sont néfastes, je vais, ne serait-ce que dans ma recherche, je vais taper des mots-clés qui vont m'orienter vers ce genre d'article. Donc ce qui est important déjà de faire aussi, c'est de s'envisager l'inverse. Est-ce qu'il n'y a pas finalement d'autres choses, d'autres littératures, et si je tape d'autres mots-clés, bah, qui me montrent qu'en fait, il y a tout un pan de la recherche que j'ai complètement oublié. Et ce serait un peu... Si on ne sait pas, on ne ment pas. Mais quand on est professionnel de santé, qu'on sait qu'il y a les deux, et qu'on fait le choix de faire du mensonge par omission, ça m'embête profondément. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, justement, dans tes recherches ou pour tes vidéos, par exemple, d'être sûr d'une idée et finalement de revoir un peu ta copie ou de mettre un peu de nuances après avoir recherché? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Bah là, typiquement, je suis en train de préparer une vidéo sur Glucose Goddess. Et je relis un peu les articles qu'elle cite. Et il y en a 2-3 que je connaissais pas, effectivement, où je me suis dit, bah tiens, effectivement, je connaissais pas ce pan de la recherche. J'aurais eu tendance spontanément à dire que c'était faux. Et en fait, finalement, bah, y a des études qui montrent que ça peut être vrai. Après, bien entendu, ce qu'il faut aller voir, c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'études qui vont dans ce même sens. Et en fait, finalement, ce qui est très dur pour nous en tant qu'humains, c'est de pondérer, par rapport au nombre d'études que j'ai lues, qui va dans un sens, qui va dans l'autre. Et en fait, notre cerveau n'arrive pas à pondérer les choses, parce que si je lis 10 études et que c'est 5-5, je suis un peu embêté parce que je me dirais, bah, dans un cas oui, dans un cas non. Ce qu'il faut, c'est pour ça que c'est important d'aller lire certains types d'études qui vont nous amener, on va dire, vers un consensus. Et c'est ce consensus, en fait, qui pour nous va être pertinent. Et donc là, dans la vidéo que tu prépares, est-ce que tu as lu toutes les sources qu'elle cite alors dans son livre? Pas toutes les sources. Déjà, il y a un truc qu'elle fait qui nous est interdit en science, c'est qu'elle va dupliquer le nombre de sources juste en disant elle l'a déjà cité. Ah, on n'a pas le droit de faire ça. Alors en science, quand on met un article, on met petit 1, si c'est telle citation, ce petit 1 va revenir même dans la discussion. Donc le petit 1, c'est toujours le même article et on a toujours la source. Elle, dans son bouquin, elle fait un truc qui m'a choqué parce que je connaissais pas. C'est que, imaginons la référence 178, vu qu'elle l'a déjà cité par ailleurs, elle va juste mettre le nom de l'auteur et elle va dire « a déjà été cité ». Elle va mettre un acronyme en latin qui va dire « a déjà été cité ». Donc après, c'est à nous de faire le travail dans la biblio, de revenir en arrière, de regarder où est-ce qu'il a déjà été cité et pourquoi. Sauf que des fois, un même auteur peut être cité plusieurs fois. Donc c'est à nous, on va dire, à choisir lequel permettrait de répondre à la question. Donc ça m'embête un peu déjà. Combien de temps ça te prend de faire une vidéo? Bon, là, on parle de sujet, mais ça pourrait être un tout autre, parce que là, tu as lu son livre, tu es allé voir les études, tu as confronté, ensuite, tu dois, toi, faire tout le scénario de ta vidéo. Allez, on va pas compter le tournage ni le montage. Si on parle que du travail préalable, ça te prend combien de temps? Ça va être assez dépendant de la grandeur de la vidéo, on va dire de la longueur en termes de temps. Et donc, pour celle-là, alors Celle-là, si elle fait entre 30 minutes et 1 heure, ça m'aura pris, juste de recherche, ça m'aura pris bien une bonne semaine de boulot à temps plein.
Ah ouais. Donc au moins 30-40 heures. Ça ajoute aussi à notre conversation de se dire, en plus, si on veut se lancer là-dedans, il faut aussi avoir conscience que ça se fait pas juste après avoir trouvé une référence quelque part. En tout cas, si on veut vraiment faire du contenu de vulgarisation bien précis, quoi. Ok. Bon, alors, on va commencer dans le vif du sujet. On fera un petit exercice pratique après, mais voilà, si je veux lire un article, donc déjà, l'article, est-ce qu'il y a des endroits où je vais avoir plus de chances de trouver un article fiable, ou est-ce que je vais sur Google et je tape je veux faire une détox ou que sais-je, comment on fait déjà Alors, quand on est surtout diète? pas la deuxième solution, c'est-à-dire que Google est un très mauvais moteur de recherche pour aller lire des articles scientifiques. Ça sert pas de ça, Parce que finalement, on va tomber sur des sources ça peut être des blogs, ça peut être des sites internet divers et variés, et pour le coup, c'est pas des sources scientifiques. Mhm. Donc ça, c'est pas la même méthode à faire. Par contre, on a des moteurs de recherche qui existent, comme PubMed ou Google Scholar, qui sont deux moteurs de recherche spécifiquement liés à des articles scientifiques. Donc là, déjà, quand on met notre requête dedans, les résultats qu'ils nous donnent, ça va être forcément des références scientifiques. Il faut garder en tête ce que c'est qu'un article scientifique. C'est un rapport qui va être écrit par des scientifiques, qui va être relu par des experts du domaine, qui va être critiqué par des experts du domaine. Il va y avoir un jeu de ping-pong comme ça de réponses aux critiques. Et à la fin, le journal scientifique se dit « Ok, l'article a l'air intéressant, il y a eu de bonnes critiques, et donc je le publie dans mon journal ». Mais effectivement, ces noms de journaux, alors celui qui est très connu, ça va être Nature, généralement, mais il y en a plein d'autres. Mhm. Et effectivement, c'est important déjà de connaître aussi un petit peu les revues. Et dans ce monde des revues, il existe aussi un truc qui est malheureux, mais qui existe, c'est ce qu'on appelle les revues prédatrices. C'est-à-dire des journaux pseudo-scientifiques qui publient des pseudo-articles, alors même qu'il n'y a aucun processus de review. Donc déjà, moi, un truc que j'aime bien rappeler à mes étudiants, c'est qu'entre un livre et un article scientifique, un livre, il n'a vocation qu'à être vendu. Et finalement, il n'y a pas de relecture critique pour dire, là, ce que tu dis, c'est faux, là, ce que tu dis, c'est OK, c'est consensuel. Un article scientifique, à partir du moment où on va dire une bêtise dedans, l'expert qui va nous relire, il va nous dire, mais là, vous dites n'importe quoi, veuillez clarifier les choses, ou carrément, veuillez retirer votre phrase parce qu'elle est fausse. Et si on reçoit cette critique, il est interdit de publier? En fait, de toute manière, quand on est dans le process là, de review, l'article n'est pas publié, et si on répond à l'auteur, à celui qui nous relit, en lui disant, si, on est sûr, derrière, le relecteur va nous dire, il va envoyer un message directement au chef du journal, en disant, non, il dit n'importe quoi, moi je suis contre la publication. Auquel cas, l'article ne sera jamais publié. Donc là, c'est un très gros filtre parce que finalement, un scientifique n'est pas libre de publier ce qu'il veut. Il va forcément être relu par des experts de son domaine, qui sont des experts internationaux, et qui vont le challenger, et qu'en fait, on va être obligé de devoir démontrer ce qu'on est en train de dire. Ouais. Et ça, c'est accepté avant, quoi. Je veux dire, le scientifique, c'est le jeu. C'est le jeu. Ouais, c'est le jeu du scientifique. Okay. Le scientifique sait pertinemment que son article, il va prendre, en règle générale, pour publier un article scientifique, en moyenne, ça doit prendre 6 mois. Et ça peut aller jusqu'à 1 an et demi de jeu de ping-pong, d'aller-retour. Et puis après, une fois que le relecteur considère que c'est OK, le job a été fait, il va être publié. Ou alors à l'inverse, si le relecteur considère que le job n'a pas été fait, c'est-à-dire qu'il y a trop de bêtises ou il y a trop d'incohérences dans l'article, ou qu'on va trop loin dans les conclusions, par exemple, il va dire « je suis contre la publication ». Puis l'éditeur en chef, il va nous dire « non, on refuse votre article pour publication ». Et toi, donc, tu as déjà publié ? Oui. Donc, tu as joué ce jeu de peer review et tout ça, donc tu as été obligé de justifier. Et à l'inverse, est-ce que tu as déjà été aussi la personne qui relisait les études et qui pouvait dire non Ouais, tu as eu les deux. J'ai eu les deux rôles, les deux rôles. En fait, à partir du moment où on commence à publier des articles, on commence entre guillemets à avoir une petite notoriété. Et en tout cas, le journal nous demande est-ce qu'on serait OK pour, à l'avenir, qu'on soit. Relecteur relecteur pour des articles scientifiques qui seraient de notre domaine. Et en fait, finalement, c'est ça le but du jeu, c'est qu'après, ils nous envoient des articles d'autres équipes et ils nous disent est-ce que vous voudriez relire tel article et nous donner votre avis sur la question. Ok. Ouais. Et ça, c'est gratuit. Et alors ça, effectivement, c'est gratuit. On le fait gratuitement et on va dire que ça fait partie du métier de chercheur. Ok. Ouais. Donc ça, c'est aussi un truc qu'il faut accepter. Il faut accepter que c'est du temps, on va dire, alloué pendant notre travail pour la science. Okay. Et en fait, dans la mesure où d'autres experts ont déjà joué ce rôle pour nos articles, on est entre guillemets redevable de faire la même chose pour les autres. Et on a quand même le droit de dire à un moment stop, je veux plus le faire ou j'ai plus le temps. Dans tous les cas, on est toujours libre. Quand un article arrive, des fois il peut être un tout petit peu à côté de notre domaine d'expertise. Auquel cas on peut dire je suis pas légitime. À l'inverse, on peut carrément dire non, je suis désolé, en ce moment j'ai pas le temps.
Ok. Ça n'empêche pas que 3 ou 4 mois plus tard, le journal va nous soumettre un article et nous dire est-ce que vous voulez le relire ou pas. Ok. Ouais. Donc, le journal que tu as cité là, c'est Nature. Est-ce que tu en as 2-3 autres Alors, qui sont fiables? on en a des très très connus, on va dire des très prestigieux. On peut avoir Cell Metabolism, qui est un très prestigieux. On va avoir JAMA, qui est aussi un très prestigieux. Et après, ça dépend un peu des thématiques. Donc là, c'est sur des revues scientifiques, des journaux scientifiques qui sont assez... comment dire? Ils vont publier plein de types de recherches différentes. Donc des fois, il y aura de la nutrition, mais des fois, il y aura de la chimie, des fois, il y aura d'autres choses. Et après, on va avoir des journaux beaucoup plus ciblés en nutrition. Mhm. Et là, dans les journaux très ciblés en nutrition, on peut avoir... en fait, on en a plein. Ouais. Enfin, ça va dépendre un peu des thématiques. Il y en a qui vont être plutôt orientés recherche sur l'obésité, d'autres recherche sur l'endocrinologie, sur le diabète. Il y en a certains qui vont être un peu plus généralistes. Il y en a, ça va être sur le comportement alimentaire. Mhm. Il y en a, ça va être sur le comportement et la physiologie. Ça va vraiment dépendre un petit peu de d'où on veut publier. Ouais. Mhm. Et c'est en anglais. Et c'est forcément en anglais. Ouais. Ok. On a des journaux scientifiques qui existent en français, mais dans la mesure où la recherche se fait en anglais, un scientifique, s'il veut que ses travaux soient beaucoup lus à travers le monde, il a tout intérêt en fait à le publier en anglais pour que finalement la communauté internationale puisse le lire. Parce que finalement, si vous êtes dans le monde francophone, forcément, on restreint un petit peu la population qui peut lire l'article. Ok. Ouais. Ok, donc je suis arrivée sur PubMed, j'ai mon article. Oui. Moi, mon envie première, c'est de lire l'abstract. Oui. Et de me dire, c'est la conclusion ou c'est... Enfin, l'abstract, ça me donne un avant-goût. Et Ouais. voilà. Est-ce que c'est bien ce qu'il faut faire? Ouais, clairement. Ok. Déjà, lire le résumé, donc ce qu'on appelle l'abstract en anglais. Le résumé, de toute manière, va être découpé un tout petit peu comme l'article. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2-3 phrases sur l'introduction, 2-3 phrases sur la méthode, 2-3 phrases sur les résultats et 2-3 phrases sur les conclusions. Donc finalement, l'abstract va nous permettre d'avoir, on va dire, accès assez facilement à l'essence de l'article. On n'aura pas accès à tout, parce que le but du jeu de l'abstract, finalement, c'est aussi de faire un résumé, mais d'un rapport qui est beaucoup plus gros. Donc c'est de mettre en avant, on va dire, ce qui est le plus pertinent aux yeux des chercheurs. Ok. Donc, lire l'abstract, ça pourrait peut-être nous orienter un peu facilement sur est-ce que ça vaut la peine de lire l'entièreté de cet article parce que ça va répondre à ma question ou pas du tout en fait. Exactement. Ouais. Voilà, ok. Déjà, il va nous dire directement d'emblée est-ce que ça répond à ma question ou pas. Et en fait, on aura même déjà peut-être même la réponse à notre question directement dans l'abstract. Et alors, on peut se contenter de lire l'abstract? Alors, tout dépend du temps qu'on a alloué. Ouais. Est-ce qu'on veut faire de l'info aussi? Ouais, c'est ça. Ouais. Si vraiment on veut avoir une réponse rapide en l'espace, on va dire, de 30 minutes, et de pouvoir, en fait, on veut maximiser le nombre d'études qu'on va aller lire, effectivement, lire que l'abstract peut être une solution. Après, effectivement, lire que l'abstract, c'est s'exonérer finalement d'autres résultats qui peuvent être intéressants, ou d'autres nuances qu'on ne mettra pas dans l'abstract. Parce que l'abstract, il se doit être un peu percutant, on va dire. Ouais. Donc forcément, c'est un peu dommage de lire que l'abstract. On parle souvent de H-index. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, le H-index, en fait, c'est un indicateur qui va nous permettre de connaître, on va dire, la notoriété d'un chercheur. Donc, le H-index, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va être dépendant de 2 critères. Il va être dépendant, finalement, du nombre de fois où le scientifique a publié un article scientifique dans une revue avec relecture, donc dans un vrai journal scientifique. Et ça va être aussi dépendant du nombre de citations de ces articles. Et c'est 2 facteurs qui sont pris en compte et on ne peut pas aller au-dessus tant qu'on n'a pas les 2 en même temps qui évoluent. Autrement dit, si j'ai un H-index à 1, j'ai écrit un article scientifique qui a au moins été cité une fois. J'ai pu en écrire 2, mais si les 2 ont été cités qu'une fois, j'ai un H-index à 1. Maintenant, imaginons que j'ai un H-index à 6, j'ai au moins écrit 6 articles scientifiques, et chacun de au moins 6 articles ont été cités 6 fois. Donc finalement, c'est quelque chose qui est assez dur à faire augmenter parce que c'est dépendant des 2 critères, du nombre d'articles scientifiques qu'on a publiés et du nombre de fois où chaque article a été cité. Autrement dit, un chercheur qui a un H-index à 50, il a au moins écrit 50 articles scientifiques. Généralement, il en a écrit plus, mais en tout cas, il en a au moins 50 qui ont tous été cités au moins 50 fois. Et c'est un gage de fiabilité, ça, d'avoir un H-index très élevé? En règle générale, oui. Bon, en tout cas, c'est un gage d'un chercheur qui a une certaine carrière derrière lui, qui a beaucoup publié et qui a été beaucoup cité par d'autres experts. Autrement dit, c'est gage, on va dire, de qualité par la communauté internationale scientifique. Ça ne veut pas dire que forcément... à l'inverse, quelqu'un qui n'a pas de H-index, ça peut être un jeune chercheur. Parce que finalement, il n'a pas encore publié. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Ça veut juste dire qu'il n'a pas encore une carrière assez longue pour finalement avoir ce niveau, on va dire, de citation et de nombre d'articles. Ok. Et on le trouve où, le H-index? Alors, le H-index, pour le coup, c'est tout simple. On a juste à taper le nom du chercheur.
dans Google, on tape à la fin H-index, et ça va nous donner un chiffre. Et automatiquement, du coup, on va pouvoir connaître, on va dire, pour moi, c'est un indicateur qui est assez simple à trouver et qui donne une estimation, on va dire, de la notoriété du chercheur. Et finalement, c'est en lien pour moi quand même avec, on va dire, une certaine crédibilité. Okay. Parce que quelqu'un qui a quand même écrit au moins 30 articles et que ces 30 articles, ils ont tous été cités 30 fois, c'est que c'est quelqu'un quand même, normalement, qui est expert du domaine. Ok. On n'est pas récompensé dans son H-index quand on relit les études d'autres, ça on a. Non, on n'est pas. Non, le H-index, c'est vraiment, on va dire, c'est souvent dans les congrès scientifiques, hein, quand on a des sessions plénières, quand on invite un invité, on va dire, prestigieux, on va dire, voilà, professeur untel a un H-index à temps. Ah oui, d'accord. C'est un peu gage de qualité de l'orateur qu'on va avoir. Ok, comme les étoiles en cuisine, quoi. Un peu comme la note à vie Google ou les étoiles en cuisine, mais sauf que c'est beaucoup plus long à construire. À construire, ouais. Ok. Donc, est-ce que tu conseilles de faire ça? Est-ce que si on a notre article sur PubMed, on peut se permettre de prendre le nom du chercheur et de taper, de chercher son H-index? Clairement, ça peut être une bonne chose. Un truc, par contre, qu'il faudra garder en tête, c'est que le premier auteur ou le dernier auteur n'auront pas forcément le même H-index. Parce qu'en fait, les places dans les citations, parce que souvent, en fait, un article scientifique, il est écrit par une équipe scientifique. Souvent, le premier auteur, c'est le jeune chercheur, ou c'est le doctorant, c'est l'étudiant. Et le dernier auteur, c'est le chef de laboratoire, ou c'est le chef de projet. Donc souvent, si vous tapez le nom du premier auteur, imaginons un article qui sort en 2025, vous tapez le nom du premier auteur, ça se trouve, c'est le premier article du doctorant qui publie. Donc forcément, il n'aura pas un bon H-index. Donc on aurait tendance à dire, c'est pas une bonne recherche. En fait, ce qu'il faut plutôt privilégier, c'est le H-index du dernier auteur, qui lui, finalement, est le chef de laboratoire. Donc lui, forcément, il a déjà une certaine carrière. Donc s'il a dû avoir un bon H-index, il l'a déjà. Ok. Ouais. Mais est-ce que c'est pas un peu faussé parce que peut-être que le dernier nom, il a peut-être pas fait grand-chose dans la rédaction de l'article et finalement, son H-index va peut-être augmenter juste parce qu'il y a son nom? Alors non, parce que quand même le dernier auteur est celui quand même qui va quand même bosser, on est d'accord, hein. Il est souvent à l'origine, on va dire, de la thématique de recherche, de l'état d'avancement, parce que c'est lui qui a la continuité finalement vis-à-vis des étudiants qui se renouvellent au fur et à mesure. Et puis non, il va quand même relire l'article et il va être le garant de ce qui est dit dans l'article. C'est-à-dire que c'est son nom aussi qui est mis en avant, hein, mine de rien. Donc il ne peut pas s'amuser à laisser passer n'importe quoi. Et c'est mal vu dans la communauté scientifique de vouloir publier un article scientifique alors qu'il y a beaucoup d'erreurs, ou est-ce que ça va un peu jouer en sa défaveur Alors théoriquement, je prêche pour en tout cas les personnes qui m'ont encadré, et on ne laisse pas passer un article scientifique s'il est nul. Parce que sinon, ça veut dire se couper l'herbe sous le pied. Parce que c'est les noms des derniers auteurs qui vont aussi être mis en avant comme ayant fait de la mauvaise recherche. Donc en fait, un chercheur n'a aucun intérêt à aller publier des choses qui sont mal faites, qui sont des erreurs, qui sont... Là, je raisonne dans 99,9% des cas. Oui, il y en a toujours un tout petit peu. Il y a toujours des personnes qui vont essayer de courir après la publication, quitte à publier des mauvaises données. Mais normalement, ce n'est pas ce qui est fait. Le système est fait ainsi, c'est que le scientifique, il a de toute manière pas intérêt à publier n'importe quoi. Et voilà. Il n'a pas intérêt à publier n'importe quoi, parce que si, imaginons qu'on fait une grosse découverte, on publie n'importe quoi, que d'autres chercheurs le lisent, d'autres chercheurs vont essayer de refaire les mêmes études que nous pour voir si on trouve les mêmes résultats et aller un petit peu plus loin. C'est souvent un petit peu rajouter une petite touche. Et si en fait, y a notre étude, elle est répliquée aux quatre coins du monde et que personne ne trouve nos résultats, derrière, toutes les équipes vont se dire cette équipe française, elle est nulle, on leur fait plus confiance. Donc ça vous décrédibilise complètement en fait. Et ça arrive qu'un article soit publié mais qu'il soit retiré 1 ou 2 ans après? Ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver qu'il soit retiré parce qu'il y a une erreur qui s'est glissée dedans. Que personne n'avait vu alors. Que personne n'avait vu. Ou alors ça peut être lié... Alors des fois, il y a ce qu'on appelle des erratums, c'est-à-dire des petites modifications, parce que finalement, il y a une personne en relisant qui s'est aperçu qu'il y avait une virgule qui était mal positionnée, ou il y avait un mot qui était mal écrit, ou une figure qui n'était pas correcte, ou une analyse qui était un peu... c'était pas la bonne. On s'est trompé d'une ligne, par exemple. Ça peut arriver. Mais en règle générale, ça retire pas l'article. Ça recrée une petite correction. Mais ça arrive des fois des trucs qui soient retirés parce que en fait ça n'a pas été fait correctement, ou parce que les scientifiques à l'inverse ont menti. Mais il faut quand même garder en tête que le nerf de la guerre de ce qui motive un scientifique, c'est de découvrir des choses et d'être sûr de ce qu'il découvre. Donc généralement, quand il va publier quelque chose, il va publier quelque chose c'est des faits. Voilà. Et les faits, il les a éprouvés pour que ce qu'il raconte, il soit sûr. Donc normalement, il n'y a pas trop de doute à avoir là-dessus. Oui, c'est plutôt fiable. Ok.
Alors, quand on lit un article, donc là, allez, on est sur PubMed, on a lu l'abstract, on a regardé un petit peu les auteurs. Ouais. Comment on peut savoir si justement la méthodologie a été utilisée, elle est fiable ou pas? Ça, c'est un peu compliqué. Avant même de tester la méthode, peut-être qu'on pourrait aller voir du coup l'idée du journal. Ouais. Donc le journal, en fait, il va avoir ce qu'on Le appelle un journal, impact factor, Ok. qui peut être finalement une note, pareil, du prestige de la revue. Si on n'en trouve pas, c'est que c'est une revue prédatrice, c'est à fuir. Ah ouais. Ça, Donc déjà, ça si peut on être un tape truc. sur Google, là on tape sur Google Ouais. Impact Factor et le Et nom, le nom du journal. et si on trouve rien, Si on trouve rien, c'est Ok, à fuir ok. parce que ce sont des revues prédatrices. ok, très intéressant. Sachant qu'en plus, des fois, les noms sont très proches. Il faut vraiment faire attention de bien être sûr que c'est le bon nom. Après, d'un point de vue méthodologie, on va dire ce qui est le gold standard, c'est-à-dire la meilleure méthode qu'on peut mettre en application en science pour démontrer des choses, c'est l'étude randomisée généralement en double aveugle. Donc une étude randomisée en double aveugle, c'est-à-dire qu'on a une recherche qu'on veut faire, le participant arrive et on va jouer à pile ou face pour savoir dans quel groupe il va rentrer. Soit dans le groupe, on va dire traité, soit dans le groupe contrôle. Et souvent dans le groupe contrôle, on va essayer autant que possible de mettre un placebo pour que finalement on s'exonère de cet effet placebo. Parce qu'il faut quand même garder en tête que le simple fait de prendre une gélule, quand même il n'y a rien dedans, c'est-à-dire pas de principe actif, ça a un effet. Donc ça, on est obligé de le prendre en compte. Et donc souvent, on va faire deux groupes parallèles. Un groupe qui va recevoir une gélule A, un groupe qui va recevoir une gélule B. Mais c'est pas moi en tant que scientifique qui décide de qui je mets dans quel groupe. Ça, je le tire de façon aléatoire. Ok. Et moi, on va dire souvent que l'étude elle est en double aveugle. Autrement dit, moi, en tant que scientifique, je ne sais pas ce que je donne comme gélule à mes participants. Et mon participant ne sait pas ce qu'il reçoit. Alors, on lui explique le but de la recherche. Vous allez recevoir soit tel traitement, soit une gélule placebo. Je ne sais pas ce que vous allez recevoir et vous ne savez pas ce que vous allez recevoir. S'il est OK avec ça, il participe à l'étude. Et dans tous les cas, il peut se retirer de l'étude quand il le souhaite. Ok. Ça, c'est important à rappeler aussi. Ok. Et après, des fois, on peut même aller encore plus loin dans les méthodos. On peut faire ce qu'on appelle du crossover. C'est-à-dire que chaque participant va faire les deux conditions. Comme ça, l'avantage, c'est que chaque participant sera son propre contrôle. Ce qui veut dire que finalement, on a la réaction d'un même individu dans deux conditions différentes. Et là, auquel cas, on est encore plus puissant. Parce que, prenons un exemple. On se dit, OK, on teste l'effet, on va prendre une gélule de polyphénol. Imaginons, c'est pour l'exemple. On va mettre un participant dans le groupe A, il va prendre le traitement pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, on va faire une batterie d'analyse. On le laisse tranquille pendant un certain temps, et après, il va rentrer dans le groupe B, et il va reprendre la gélule, et on va refaire des analyses à la fin. L'avantage, c'est qu'on aura le même individu génétiquement qui est identique, qui aura fait la prise du traitement placebo et la prise du traitement polyphénol. Et après, on pourra comparer les réactions dans les deux groupes pour un même individu. Et donc là, on sera encore plus puissant. Ok. Et cette méthodologie, elle est écrite dans l'article? Comment on fait? Ouais, Elle est toujours écrite dans l'article. On a toujours dans la partie méthode, donc dans la partie matériel, patient et méthode, on va voir en fait le design de l'étude. Ok. Et donc, normalement, les chercheurs vont souvent faire une petite figure ou expliquer le type d'étude que c'est, les participants, ce qu'ils ont fait, comment on les a alloués dans quel groupe. Et c'est ça qui va être important. Ok. Il faut aussi, j'imagine, regarder le nombre de participants pour la fiabilité de l'étude ou pas? Alors oui, théoriquement, il faudrait regarder le nombre de participants. Si on n'a que 2 ou 3 participants, effectivement, l'étude n'est pas très pertinente. Mais en fait, ça va aussi dépendre un peu du degré d'investissement des participants dans l'étude. Autrement dit, quand on fait que des questionnaires, imaginons que mon étude elle s'intéresse à la prise alimentaire et que j'évalue la prise alimentaire par différents questionnaires ou par une enquête alimentaire. Et disons que je fais qu'une seule prise de sang. C'est quelque chose qui est, on va dire, assez simple d'un point de vue pratico-pratique à faire. J'ai pas beaucoup de... Le participant va pas rester très longtemps avec moi et c'est finalement assez simple. Donc là, je peux me permettre de pouvoir avoir beaucoup d'individus. À l'inverse, maintenant, imaginons que je fasse une étude où je veux démontrer, mon hypothèse, c'est que la malbouffe fait plus grossir que l'alimentation brute. Bah, si je veux vraiment le démontrer dans les règles de l'art, je dois faire manger mon participant matin, midi et soir au laboratoire. Oui. Et donc là, ça change complètement la donne d'un point de vue investissement, on va dire, du protocole, vis-à-vis des ressources qu'il va falloir mettre à profit pour ce protocole. Et finalement, souvent, dans ce genre d'études, les effectifs seront un peu moins élevés. Donc ça va dépendre un petit peu du genre d'étude. Ah oui, voilà. Et ça va dépendre un petit peu, mais généralement, effectivement, il y a des études qui sont très bien faites. Avec 20 participants, on a de super résultats. À l'inverse, il y a d'autres études, on va attendre 1000, 2000, 100 000 participants parce que c'est des choses qui sont évaluées, qui sont un peu plus simples à évaluer. Ok. Donc, on peut pas aller trop vite en besogne quand même en se disant allez, je lis pas cette étude parce que y a que 10 participants, quoi. Non, au contraire. Des fois, il y a des études qui font que 10 participants, mais qui sont des études ultra intéressantes, on va dire, dans la mécanistique, parce que les chercheurs sont allés très très loin. Mais le revers de la médaille, c'est qu'être allé très très loin d'un point de vue mécanistique, c'est souvent au détriment du nombre de personnes qu'on a évaluées. Ouais. Ok.
On voit aussi beaucoup, on nous parle de méta-analyse. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? En gros, une méta-analyse, c'est un vrai article scientifique. Donc, c'est un article à part entière, mais qui n'est pas basé sur une recherche d'un laboratoire, qui va être basé sur plusieurs recherches de plusieurs laboratoires. Donc, le but du jeu, en fait, c'est de faire une espèce de synthèse d'articles scientifiques. Donc, le but du jeu, souvent, ce sera de réunir plein d'études qui nous permettent de répondre à une question de recherche en particulier. Et le gros atout qu'on aura avec ça, c'est qu'en combinant toutes ces études, d'un point de vue statistique, on va augmenter la puissance. Et donc, finalement, on va permettre de répondre avec beaucoup plus de subtilité à une question. Prenons un exemple. Imaginons qu'il y ait 100 études qui a été faites sur une question de recherche. Sur ces 100 études, il y en a 20 qui vont dans un sens, et à l'inverse, il y en a 80 qui vont dans l'autre sens. Nous, quand on les lit, on a du mal parce que on est là, on est tiraillé entre le vrai et le faux. Pour un peu qu'on lise plus les 20 que les 80, on sera orienté plutôt dans un sens que dans l'autre. L'avantage de la méta-analyse, c'est que de façon objective, elle va reprendre ces 100 études, elle va remouliner les données. Donc le but du jeu, c'est vraiment de réinterpréter les données avec des statistiques, et ça va nous donner une réponse globale. Donc ça va nous dire, au vu de la littérature, la réponse, elle s'oriente plutôt de ce côté plutôt que de l'autre. Ou à l'inverse, de dire, des fois, il y en a autant qui vont d'un côté que de l'autre, donc finalement, on ne peut rien en dire. Ok. Et c'est des scientifiques aussi qui sont chargés de faire des méta-analyses et de refaire les conclusions? Ouais. C'est pas une intelligence artificielle? C'est pas une intelligence, en tout cas pas encore. Pas encore. C'est pas encore une intelligence artificielle, non, ce sont de vrais scientifiques qui vont faire ces méta-analyses. Et un des gros intérêts des méta-analyses, c'est que finalement, en lisant très peu de méta-analyses, on arrive à avoir accès à un consensus assez rapidement. C'est ça, un des gros intérêts des méta-analyses, c'est qu'il n'y a pas besoin de lire 30 méta-analyses pour avoir une réponse sur une question. Donc c'est vrai qu'un des arguments de la méta-analyse, c'est qu'en en lisant peu, on a vite un consensus. Donc ça peut être intéressant. Ça peut aussi peut-être nous orienter sur notre article PubMed. Si on voit méta-analyse, tu diras, je vais avoir un consensus sur la question, quoi. Je vais avoir un consensus sur la question et qui va être beaucoup plus rapide, finalement, parce que en lisant une étude, en fait, c'est comme si on en avait lu 30, et c'est comme si on avait réussi, d'un point de vue objectif, à interpréter les 30 en même temps. Chose que notre cerveau ne sait pas faire. Et ouais. Ok, top. Il y a d'autres choses, des méta-analyses, il y a quoi? Des essais cliniques? Est-ce que ça peut être intéressant? Les essais cliniques sont toujours intéressants, toujours pareil. L'idée, c'est qu'on privilégie les essais cliniques randomisés, potentiellement en double aveugle, si possible. On peut avoir les revues systématiques qui sont un petit peu, on va dire, les mêmes... On va dire un cousin de la revue. La revue systématique, c'est un cousin de la méta-analyse. Okay. Il est assez proche, on va dire, dans les résultats qu'on va obtenir. Après, on a aussi les études de cohorte qui peuvent être intéressantes. Et voilà, en fait, dans les niveaux de preuves scientifiques, souvent, en fait, on a cette petite pyramide là qu'on redessine très souvent. Le petit chapeau, donc le nec plus ultra, pour avoir un très haut niveau de preuve, c'est les méta-analyses. En dessous va venir les essais contrôlés randomisés. Et juste en dessous va venir les études de cohorte. Donc en fait, notre top 3 de ce qu'on peut avoir comme niveau de preuve, c'est ces 3 genres d'études. Et il faut vraiment garder en tête, moi, ce que je compare souvent, c'est un peu la justice, elle fonctionne un peu pareil. C'est-à-dire quand on a une preuve sur une scène de crime, la preuve est plus ou moins accablante vis-à-vis du meurtrier. On trouve un cheveu de vous sur une scène de crime, vous n'êtes pas forcément le meurtrier. C'est un faible niveau de preuve. Peut-être que c'est vous, mais on n'en est pas sûr. À l'inverse, on trouve l'arme du crime avec vos empreintes dessus, et quand on vient vous voir, vous avez de la poudre sur la main. Il y a de fortes probabilités que ce soit vous le meurtrier. Auquel cas, c'est un très fort niveau de preuve. En science, on fonctionne exactement de la même façon. Et nos recommandations sont issues de cette analyse de niveau de preuve. Et dans le bas de la pyramide, on retrouve quoi? Dans le plus bas de la pyramide, ce qui est assez triste, c'est qu'on va retrouver les avis d'experts. C'est-à-dire que les avis d'experts, ce qu'on va appeler un avis d'expert, c'est une revue générale. C'est-à-dire, finalement, on vous demande, vous en tant que scientifique, d'écrire une revue sur une thématique. Et en fait, vous allez raconter l'histoire, finalement, un petit peu de cette thématique. Donc, vous allez mettre en avant un peu votre point de vue. Donc, c'est un peu plus subjectif. C'est pas forcément moins intéressant, mais c'est pas parce qu'on lit une revue générale qui nous dit un truc que c'est pas un peu biaisé quand même par le chercheur. Donc, d'un point de vue, on va dire, si vraiment on analyse les preuves, c'est le plus faible niveau de preuve, parce que c'est pas un niveau de preuve en soi. C'est-à-dire qu'il faut garder en tête que cette revue générale, on n'amène pas de nouveaux éléments. C'est-à-dire qu'on reprend les éléments de la littérature et on le présente pour faire une belle histoire de l'état actuel des connaissances. Donc souvent, c'est quand même très vrai, mais d'un point de vue vraiment purement recommandation, ce n'est pas une recommandation. Ce n'est pas un fort niveau de preuve en soi. La publication sur Instagram, c'est... La publication sur Instagram d'une personne, on va dire lambda, c'est pas non plus un niveau de preuve. C'est 0 niveau de preuve. Et son expérience personnelle? 0 niveau de preuve non plus, malheureusement. Et ça, c'est un gros problème, je trouve, à l'heure actuelle, c'est que
ce qu'on peut croire comme vrai de par notre expérience n'est pas forcément vrai d'un point de vue scientifique. Parce qu'on a toujours un biais cognitif qui nous fait croire qu'on a une explication au phénomène. Mais en fait, malheureusement, nos sens souvent nous trompent. Je donne souvent cet exemple encore une fois à mes étudiants, mais imaginons qu'on ait une petite mamie de 100 ans qui fume un paquet de gitane maïs sans filtre depuis qu'elle a 15 ans. Et ben, on pourrait se dire, fumer, ça ne donne pas le cancer. Fumer ne nuit pas à la santé. Sauf que manque de peau, on a trouvé le contre-exemple. Autrement dit, cette petite mamie, elle a gagné au loto. Parce qu'elle a été finalement une chance sur 1 million de pas que ça se passe. Mais dans 999 000 cas, eh ben, malheureusement, on va développer une pathologie, souvent cancer, liée à la consommation de la cigarette. Donc en fait, finalement, c'est un peu se dire, imaginons que je prenne un verre d'eau, je vais en Bretagne, je prends un verre, je prends de l'eau dans la mer, je regarde dans cette eau, je me dis, il n'y a pas de poisson. Et donc, du coup, je me dis, dans tous les océans, il n'y a pas de poisson. Non, c'est juste que finalement, on n'a pas du tout appréhendé les choses avec une vraie méthodologie, avec vraiment quelque chose qui va être répété plusieurs fois, etc. etc. Donc ça, c'est le job des scientifiques, et il faut le laisser aux scientifiques, je pense. Ouais. Et ça peut créer des situations un petit peu problématiques, même en consultation, parce que c'est vrai qu'il y en a des patients qui vont c'est bon, peut-être quand on parle d'alcool, c'est bon. Moi, mon grand-père, il a bu, comme tu dis, vous fumez, mais là, il a bu toute sa vie, il n'est pas mort, ou ce genre de trucs. Ou alors, justement, des patients, on parlait des produits laitiers, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais non, moi, j'ai remarqué que le lait, je suis intolérante, ou je suis allergique, ou ce genre de choses, alors qu'en fait, il se peut que ce soit pas le cas, et on ait cru ça. Ouais. Et en plus, ce qui est très... Autant, on ne va pas venir challenger les physiciens sur la physique quantique, parce que c'est pas quelque chose de palpable. Ouais. Pareil, les chimistes, ils font de la chimie, généralement on n'y comprend pas grand-chose, donc finalement on ne vient pas les challenger là-dessus. À l'inverse, la nutrition, on la pratique tous les jours. Et donc on va tous s'auto-étudier et avoir un avis, son propre avis sur la chose. Et c'est ce qui est très complexe en fait à détricoter avec nos patients des fois, c'est qu'on en fait tous l'expérience. Donc vu qu'on en fait tous l'expérience, on a l'impression d'être tous experts. Alors on est expert de notre corps, c'est vrai, mais on n'est pas forcément expert de la nutrition au sens large. Ouais, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, tu vois, un diète qui va nous écouter, qui n'a pas spécialement envie de passer beaucoup de temps à lire des études scientifiques, qui a à cœur de ne pas raconter n'importe quoi, mais qui n'a pas le temps ou qui n'a pas l'envie. Est-ce que simplement se référer aux grandes recommandations officielles qu'on a, ça peut suffire? Ouais, clairement. En fait, c'est le job des recommandations officielles. Après, si on veut vraiment pousser un peu l'idée, on peut se dire, est-ce qu'il y a un consensus au niveau international? C'est pour ça que moi, des fois, j'aime bien aller voir les recommandations qu'on a en Suisse, les recommandations qu'on a en Belgique, les recommandations qu'on a au Québec. L'avantage, c'est que c'est des recommandations francophones, donc on n'a pas ce frein de l'anglais. Et finalement, en fait, on se rend compte que les recommandations, elles sont partout pareilles. Donc, auquel cas, on a quand même de fortes raisons de se dire que, oui, c'est un consensus scientifique. Parce que, encore une fois, nos recommandations sont émises par des experts scientifiques. Quand il y a un fort niveau de preuve, ils se disent, là, ça vaut le coup de donner lieu à une recommandation nutritionnelle. Ça ne veut pas dire que les recommandations ne vont pas évoluer. Et elles ont déjà évolué à travers le temps. Mais ça veut juste dire qu'effectivement, si on n'a pas envie de se prendre la tête à lire des articles, suivre les recommandations, c'est la meilleure chose à faire, parce que ces recommandations sont issues de la science. C'est pas un chapeau de magicien où on a sorti un lapin et on s'est dit, tiens, ça peut être intéressant de faire ça. Non, c'est consensuel et c'est scientifique. Et donc, c'est aussi un peu ringard. Alors, quand je dis ringard, c'est que je me comprends, mais parce que c'est des recommandations qui sont simples, basiques, qui ne sont pas farfelues, que tout le monde peut mettre en application. Et donc, parfois, il y a ce petit effet aussi... en fait, c'est juste, entre guillemets, c'est juste ça. Et oui, et c'est le revers de la médaille. Parce que souvent, ces recommandations, en fait, on les connaît. Et oui. Et oui. Donc oui, après nous en tant que diète, on peut vivre ce syndrome de l'imposteur de se dire, en fait, je dis des choses que mon patient savait déjà. Oui, mais la question c'est pas tant de savoir. La question c'est comment moi en tant que praticien j'arrive à aider mon patient pour qu'il modifie son comportement ou qu'il globalement modifie ses habitudes alimentaires pour être en meilleure santé. Et donc finalement c'est pas tant le savoir qui est intéressant ici pour moi, c'est la mise en place. C'est l'adhésion et la motivation à le faire. Parce que finalement, je pense qu'on a un truc très simple. On croise n'importe qui dans la rue, on lui demande est-ce que la consommation de tabac est bonne ou mauvaise à la santé? Tout le monde va s'accorder à dire que c'est pas bon. Combien il faut manger de fruits et légumes par jour? Combien il faut manger de fruits et légumes par jour? 5 par jour, ok. Mais est-ce que tu la question, est-ce qu'on le fait? Pas forcément. Donc c'est ça en fait toute la problématique. Ouais, tout à fait. Mais donc tu vois, je peux comprendre un créateur de contenu, un diététicien qui veut faire du
de la création de contenu et qui se retrouve finalement à faire peut-être des publications un petit peu basiques et de se dire je sais que pour buzzer sur Instagram il faut que je fasse un truc percutant qui va attirer l'attention des gens et les gens vont commenter aussi, et ben on se retrouve avec ce genre de peut-être de dérive, de se dire je vais aller faire un petit picking de quelque chose dans un article et voilà, le ressortir. Et le ressortir pour faire le buzz. Pour faire le buzz, ouais. Et encore une fois, si l'idée c'est de faire le buzz, à la limite, libre à lui, mais il faut que ce soit sensé pour le patient et surtout, à mon sens, il faut que ce soit sourcé. Parce que dire des choses, c'est bien. Mais quand on source, au moins, c'est pas nous qui parlons, c'est issu d'un article scientifique. Ouais. Ça veut pas dire que c'est consensuel, ça veut pas dire que ça a été bien fait, ça veut juste dire que c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi, Kevin, qui raconte ça, je suis en train de transmettre un message qui a été découvert par une équipe. Donc finalement, ça me dédouane, moi, du message, c'est pas ma crédibilité qui est remise en cause, c'est ce qu'ont dit les scientifiques. Et donc je pense que ça, c'est important de faire ce jeu, comme ça, après, libre à chacun d'aller voir la source, de juger finalement de la pertinence et de se dire bah oui c'est vrai ou pas. On a eu le cas là il y a pas longtemps avec un docteur qu'on voit souvent à la télé, qui notre ami Benoît Diane se retrouvera pour son buzz avec lui. Il nous dit que finalement en buvant de l'eau on maigrit. Et en fait je suis allé chercher la publication parce que ça a éveillé ma curiosité. Je suis allé chercher la publi et effectivement il y a des chercheurs qui se sont amusés à aller mesurer qu'est-ce qui se passe quand on boit de l'eau et ils se sont aperçus qu'on augmentait notre dépense énergétique très légèrement. Et qu'au global, on augmente notre dépense énergétique de 20 kJ. Donc en kilocal, ça fait quoi 5 kilocal. Et du coup, il fait un post qui a fait le buzz en disant en buvant de l'eau, en fait, vous allez maigrir. Merci. Mais en plus, ce qui est triste, c'est qu'il ne cite pas la source. Il a mal lu, parce que lui, il parle de kilocal et pas de kilojoule. C'est dommage. Et en plus, il dit, en buvant 2 litres, du coup, il extrapole à 2 litres. Alors que les chercheurs n'ont pas fait sur 2 litres. Les chercheurs sont faits sur 500 ml, si je ne dis pas de bêtises. Donc, encore une fois, voilà, c'est l'idée de faire du buzz. Ouais. C'est bien de s'hydrater, mais en fait, quel va être l'intérêt pour mes patients? Ou quel va être l'intérêt pour les gens qui l'entendent? L'idée, c'est de boire les recommandations. Bah oui, c'est ce qu'on recommande. Boire 1 à 2 litres d'eau par jour. Bon, voilà, pas plus, pas moins. En fait, on n'a pas de levier d'action. Donc, c'est faire le buzz pour l'idée de perdre du poids avec de l'eau, mais encore une fois, je trouve que c'est pas un message très pertinent. Et puis surtout, peut-être que tu l'as remarqué aussi, nos patients, ils sont toujours, en tout cas les miens, sont toujours hyper négatifs en ce qui concerne l'eau, en disant je sais que je bois pas assez. Enfin, ils culpabilisent déjà énormément par rapport à leur consommation d'eau. Je sais pas pourquoi, mais parce que on leur dit toujours c'est 2 litres minimum, et eux ils disent mais 2 litres. Et en plus, le café et le thé, ça compte pas. La plupart du temps, il y en a qui pensent ça. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux, ouais. Et donc, ils sont déjà vraiment plein de culpabilité par rapport à l'hydratation. Et des fois, en consulte, ils me disent je sais que j'ai pas assez bu encore. C'est ce qui est très triste. Et alors que là, ça va encore rajouter une couche. Quoi. Et en plus, je ne bois pas. Et en plus, je ne vais pas pouvoir maigrir grâce à ça. C'est ça, c'est de stigmatiser encore. Et puis, c'est qu'on a beaucoup d'injonctions. Ouais. On a tout le temps plein d'injonctions. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et du coup, on en oublie un peu l'essence même de l'alimentation. C'est qu'en règle générale, c'est quand même assez intuitif. Ouais. Et que c'est vraiment un équilibre. Au global. Au global, ouais, bien sûr. Ok, bon, c'était une petite parenthèse. Alors, il y a des indicateurs statistiques. Je pense par exemple à p-value. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, ça? Alors, la p-value, je vais pas dire la vraie réponse scientifique, je vais le vulgariser pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Ouais. Autrement dit, cette valeur de p qu'on va avoir, c'est la probabilité qu'on a de se tromper en affirmant quelque chose. Alors, pour ceux qui veulent vraiment comprendre les choses, vous pouvez aller voir le film Don't Look Up avec Leonardo DiCaprio. Je suis désolé, je vais vous spoiler le film, mais c'est un bon exemple. En gros, on a un scientifique dans ce film qui découvre une astéroïde qui va potentiellement se cracher sur la Terre. Et les politiciens lui disent est-ce que vous en êtes sûr? Comme tout bon scientifique qu'il est, il va donner l'incertitude qu'il a à être sûr de sa réponse. Et donc, on n'est jamais sûr à 100% en science, au même titre que le risque zéro n'existe pas. Et donc, en fait, il dit, il y a 98% de chances que ça arrive. Autrement dit, j'ai 2% de chances de me tromper en vous disant ça. Et les politiciens, ils disent quoi? Ah, mais il y a quand même encore 2% de chances que ça se passe pas? Ah, c'est bon, ça va pas se passer. Alors que nous, en science, on raisonne à l'inverse. On part du principe que quand on a moins de 5% de chances de se tromper, on peut affirmer ce qu'on est en train de dire. Donc, autrement dit, si je prends un traitement, imaginons que je prends une molécule, et je veux voir si cette molécule fait baisser ma glycémie, j'observe qu'elle baisse, je vais dire, ok, elle baisse, mais je vais dire la p-value, donc quelle est la certitude que j'ai à dire que cette valeur baisse. Et souvent, on va considérer que c'est vrai, en tout cas que ça a un réel effet, quand on a moins de 5% de chances de se tromper,
À l'inverse, si cette valeur de P, du coup, est supérieure à 5%, eh ben, on dira rien. On dira même pas que la glycémie a baissé. On dira, bah, la glycémie n'a pas varié. Ok. Donc c'est important du coup d'avoir ces statistiques et savoir les lire correctement, parce que sinon on peut arriver à On a l'impression, les grands publics, les médias grand public aiment beaucoup, hein. Ils vont vous faire croire qu'il y a une baisse énorme, mais c'est pas parce que visuellement on a une baisse énorme que c'est significatif. Et c'est pour ça que le mot préféré des scientifiques, c'est significatif. Pour eux, significatif, ça veut dire qu'effectivement, quand ils sont en train de vous dire ça, ils savent qu'ils ont moins de 5% de chance de se tromper en affirmant ce qu'ils sont en train d'affirmer. Autrement dit, on considère ça comme une vérité. Ok. Et la p-value, elle est toujours indiquée aussi, enfin, Oui. quand en tout cas ils sont sûrs, c'est indiqué quoi. Enfin, Elle est toujours indiquée, même quand on est. En fait, justement, ah, même quand on n'est pas sûr, alors en fait, on va dire p-value 10, mais non, on va pas mettre la ça. glycémie est passée de temps à temps, et on va mettre entre parenthèses la valeur de P. Si elle est passée de temps à temps et que la valeur de P est supérieure à 5%, eh ben on ne dira pas qu'elle a baissé, on ne dira pas qu'elle a augmenté non plus, Ah oui, on d'accord. dira qu'elle n'a pas bougé. À l'inverse, si elle est passée de temps à temps et que le P il est inférieur à 5%, on pourra affirmer avec une assez forte certitude que c'est réellement le traitement qui a fait baisser la glycémie de façon certaine. Ok. Ouais. Donc ça, c'est écrit aussi. Enfin, Ce sera forcément écrit, ce sera écrit entre parenthèses, P égale, puis vous avez une valeur qui oscille entre 0 et 1. Mmh. Donc vous la multipliez par 100 pour avoir 1%. Ouais, ok. Donc P-value inférieur à 5%, ça veut dire P 100%. inférieur à 0,05. 0,5, ouais. Ok. Ok. On parle aussi d'intervalle de confiance. Oui. Ça, L'intervalle de confiance, c'est une espèce de projection des statistiques autour d'une moyenne pour dire on est sûr dans cet intervalle. ah ouais. Donc c'est à peu près l'équivalent de la p-value, mais on va dire visualisé autrement. C'est-à-dire que, je vous dis une bêtise, mais on voit dans les résultats que le paramètre qu'on est en train de mesurer, il est passé de 1 à 2. Puis quand on voit l'intervalle de confiance autour de 2, on voit que c'est entre 1,5 et 2,5. Autrement dit, on est sûr que ça augmente, parce qu'on est passé de 1, et le minimum c'est 1,5, donc ça a augmenté minimum de 50%, voire jusqu'à 2,5, donc ça a été multiplié au maximum par 2,5. Donc cet intervalle de confiance sera une espèce de projection de la p-value sur une valeur moyenne. C'est un peu le même principe, mais c'est pas forcément dans les mêmes types d'études. Ok. Ouais. Mais donc, s'il y a une p-value, si on voit p-value 0,05, on peut aussi se dire que c'est quelque chose qui est plutôt fiable alors. Qui est plutôt robuste et fiable. Ouais. C'est robuste, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux diètes? Allez, un diète qui a à cœur de se tenir à jour un peu au niveau de l'actualité, de la science et tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme premier conseil facilement applicable? Alors, les premiers conseils facilement applicables, déjà, ce sera d'essayer de cibler les sociétés savantes qui émettent les recommandations. Donc, il y en a dans tous les pays, des sociétés savantes, en nutrition notamment. En France, on en a deux. On a la SFN, donc la Société francophone de nutrition, et la SFNCM, la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme. Ces deux institutions qui sont des groupes de chercheurs et de scientifiques en nutrition qui vont émettre des articles en français, c'est ça qui va être un des gros atouts, et des recommandations nutritionnelles. Et souvent, en fait, nous, en tant que diète, on doit appliquer en fait ce que ces scientifiques ont émis comme consensus. Donc en fait, c'est nos recommandations globalement. Okay. Après, on peut avoir le PNNS qui nous donne aussi de bonnes recommandations. On va aussi avoir la HAS, donc les hautes autorités de santé, qui vont aussi nous donner des recommandations. L'ANSES aussi, qui est pas mal. Donc en fait, c'est, on va dire, les autorités de santé étatiques qui vont nous intéresser pour finalement faire correctement les choses. Ouais. Ouais. Donc, dans un premier temps, aller sur ces sites-là. Aller sur ces sites et aller voir finalement la prise en charge d'un diabétique de type 2, la prise en charge de X patients, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, quelle est la place du diète à l'intérieur de ça, et finalement, nous, quelles sont nos recommandations nutritionnelles à émettre pour notre patient. Ok. Ouais. Et toi, comment tu fais pour rester à jour? Tu lis beaucoup? Ouais, moi j'aime bien lire des articles scientifiques parce que ça me passionne et que je trouve ça vraiment incroyable ce que les chercheurs arrivent à trouver, et puis l'évolution aussi des outils, je trouve ça assez ouf. Alors moi de nature je lis beaucoup d'articles scientifiques et je lis pas de livres. Okay. C'est le revers de la médaille. À l'inverse, des fois on peut lire des livres et du coup des fois aller lire des articles. Après, voilà, je trouve qu'il n'y a pas de... Moi, pour me tenir à jour, alors des fois, ça peut être mon fil d'actu LinkedIn, parce que finalement, j'ai d'autres professionnels de santé qui publient aussi des choses qui sont des fois des hautes autorités de santé ou à l'inverse des articles scientifiques. Donc ça me permet de garder une espèce de fil d'actu. Ça peut être aussi... Alors, il y a une plateforme qui est un peu l'équivalent de LinkedIn, mais pour les chercheurs, qui s'appelle ResearchGate. Donc pareil, ça peut être une manière de se tenir à jour, mais là, pour des articles scientifiques. Après, ça peut être abonné à des newsletters. Et puis, ça va être aussi, quand même, mine de rien, s'abonner, si on est diète, à la FDN,
justement l'Association française des diététiciens et nutritionnistes, pour justement être à la page un peu de leur newsletter, des nouvelles recommandations qu'on peut avoir. La SFNCM, la SFN, pourquoi pas aller faire des congrès en nutrition. Donc on a les JFN qui sont intéressantes, les journées francophones de nutrition. On a les journées de printemps qui sont aussi intéressantes. On peut avoir aussi la FERO, par exemple, qui est l'Association française de recherche sur l'obésité. Après, ça dépend aussi un petit peu, on va dire, de ce qu'on veut creuser. Moi, je prêche pour ma paroisse, je suis pré-câblé maladie cardio-métabolique. Donc, j'axe plus souvent sur les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète. Mais après, il peut y avoir la dénutrition, il peut y avoir les troubles des conduites alimentaires. Il y a plein de choses qu'on peut aller suivre. Ça peut être aussi des fois de lire des articles en français. Donc ça peut être les cahiers de nutrition et diététique. Ça peut être nutrition clinique et métabolisme, qui sont des revues françaises, donc des journaux scientifiques français. Et puis après, ça va être de faire de la formation. Je pense que c'est important. Donc il y a plein de personnes qui proposent des formations. Il y a des formations certifiantes, il y en a des non certifiantes. Et après, ça dépend un peu comment on veut s'orienter, en fait. Si notre but, c'est de lire des articles scientifiques, je te dirais, venez faire ma formation avec moi, forcément. Apprendre à bien les lire. Apprendre à bien les lire. C'est ça. Je pense que c'est important. Et tu fais comment? Tu as un petit créneau dans ta semaine où tu dis, allez, à ce moment-là, je me prends 2 heures et je lis, ou non, ça se fait en fonction de ce que tu vas voir passer, c'est plutôt aléatoire? C'est très aléatoire. Tu ne te fixes pas des moments... Je me fixe pas des moments où je me dis, tiens, je vais aller lire de la littérature parce que c'est ce moment. Moi, j'ai aussi mis en place, du coup, c'était plus pendant ma thèse et pendant mon postdoctorat, j'ai mis en place sur PubMed, on peut faire des recherches qui vont se réitérer toutes les semaines et qui vont nous donner en fait les articles les nouveaux articles qui sont sortis. Donc moi, en fait, toutes les semaines, je reçois des articles, des domaines qui m'intéressent de PubMed. Donc en fait, ça me permet de voir les nouveaux articles qui viennent d'être sortis. Donc ça, c'est une autre manière de se tenir à jour. Mais oui, j'ai clairement pas un temps alloué pour aller faire de la littérature scientifique. Des fois, c'est mon fil d'actu LinkedIn. Tiens, il y a quelqu'un qui poste ça. Ça m'intéresse, je clique, je vais voir le PDF. C'est un support qui m'intéresse beaucoup. Il cite d'autres articles, je vais aller voir les articles. Et puis à l'inverse, il y a des semaines où j'aurai pas le temps du tout et c'est pas grave. Donc peut-être que des fois tu te dis, allez, je vais faire ça, j'ai 30 minutes pour faire ça, et finalement 2 heures après t'es encore sur l'ordi parce que t'es passé d'un article à un autre, et puis encore autre chose. Ça, c'est le revers de la médaille de la science, c'est qu'on a vite tendance à se noyer dans une masse de données parce que ça nous intéresse, parce qu'en fait d'un article on amène un autre, on amène un autre, on amène un autre, et puis ça peut être infini. Et tu les sauvegardes et tu les ranges dans des dossiers, comment tu t'y retrouves après Ça, c'est une bonne question. Je ne les sauvegarde pas. Tu les retrouves sur PubMed, peut-être? Je les retrouve sur PubMed parce que je me souviens un peu des mots-clés que j'ai utilisés. Je me souviens un peu des noms, des journaux dans lesquels ça a été publié aussi, ou les noms des chercheurs, en fait. Des fois, c'est ce qui est le mieux, c'est de se souvenir que telle équipe. Mais après, ça, c'est... c'est parce que tu connais, Parce que je connais, voilà. Parce que j'ai été... Je ferai jamais comme ça, quoi. Voilà. Souvent, d'ailleurs, même des fois, c'est un peu perturbant parce que j'ai du mal à retenir les noms. Donc, je sais qu'une équipe qui bosse aux Pays-Bas ou qui bosse aux États-Unis a bossé dessus, mais impossible de se souvenir du nom du chercheur. Des fois, c'est très frustrant. Je me doute. Ok. Bon, ce que je te propose, Kevin, c'est qu'on fasse un petit exercice pratique. Donc, on a volontairement trouvé un sujet qui n'est pas polémique, justement pour pas être biaisé, tu sais, par ce que je pense, voilà. Que ce soit neutre. Pour que ce soit neutre, tout à fait. Et donc là, on va parler de la vitamine E. Donc, voilà, j'ai envie d'écrire une publication sur la consommation de vitamine E. Et donc, j'ai trouvé un article que je t'ai envoyé, et donc on va essayer de jouer le jeu. Tu vas me dire ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant, s'il y a un consensus, s'il n'y a pas de consensus. Et donc j'invite toutes les personnes qui écoutent à peut-être regarder sur YouTube s'ils veulent avoir en tout cas le visuel en même temps. Donc j'ai bien lu l'article que tu m'as envoyé. Donc le titre, c'est la consommation en vitamine E et les risques de maladies cardiaques coronaires chez les messieurs. Alors quand moi je revois un article comme ça, déjà... je vais avoir l'œil un petit peu d'aller cibler différentes infos qui vont m'intéresser. Première info, c'est quel est le journal dans lequel ça a été publié. Donc là, on le voit ici en haut à gauche, là, c'est le New England Journal of Medicine. Donc il faut savoir qu'on peut aller savoir si elle est prestigieuse ou pas, cette revue. Donc on peut ouvrir une page internet, on regarde le New England Journal of Medicine, je vais y arriver, Medicine, et on tape à la fin IF pour Impact Factor. Donc là, ça va nous donner normalement un impact factor qu'on va lire directement à droite. Donc je vais zoomer dessus. Hop. Donc la source, c'est Wikipédia. On peut aller voir directement dessus. On se rend compte que l'impact factor, il est de 74,7. Autrement dit, c'est une revue très, très prestigieuse. Ce qu'il faut, c'est juste au moins trouver un chiffre. Ce chiffre, généralement, il va être compris entre 3 et 100 et des bananes.
Mais quand on en trouve un, on sait que déjà, ce n'est pas C'est déjà une bon revue signe. prédatrice. Donc Ok. ça, c'est déjà assez intéressant. Donc déjà, on peut faire confiance, on va dire, finalement, au journal. Voilà. On pourrait se dire, tiens, je veux aller voir quelle est la notoriété des scientifiques qui ont écrit ça. Donc je vais prendre le dernier auteur là, donc c'est W.C. Willett, et donc je vais aller ouvrir une autre page internet, et cette fois-ci je vais taper H-index. W.C. Willett, là on peut lire sur Semantic Scholar, il a vraisemblablement un H-index à 11. Donc il faudrait peut-être pousser un peu la chose, moi j'aurais tendance à aller voir sur ResearchGate, mais globalement c'est que c'est un chercheur qui a une certaine renom déjà. Pas mal, ouais. Donc potentiellement on peut aller se fier à cet article. Ok. Après, on va aller lire du coup directement dans l'article, les résultats. Donc, on a toujours la partie background, c'est la partie finalement, c'est la partie introduction. On a la partie méthode, on a la partie résultat et on a la partie conclusion. Donc, souvent, moi, je vais aller lire quelques lignes du background. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce que ça veut dire. Alors là, pour ceux qui ne sont pas friands d'anglais, n'oubliez pas que sur votre navigateur, vous pouvez directement traduire. Donc, on va faire exprès de le traduire en français parce que je sais que nous, francophones, on n'aime pas trop l'anglais. Et globalement, ça marche plutôt bien. Donc là, on vous dit les modifications oxydatives des lipoprotéines de faible densité augmentent leur incorporation dans l'intima artériel, une étape essentielle de l'athérogénèse. Bien que les antioxydants alimentaires tels que la vitamine C, le carotène et la vitamine E aient supposé prévenir les maladies coronariennes, les données épidémiologiques prospectives sont rares. Donc, autrement dit, on ne sait pas si ces vitamines ont un rôle protecteur ou pas dans la protection de ça. Moi, je vais aller lire directement la conclusion. Ouais. Et ces données ne prouvent pas de relation causale, mais elles fournissent la preuve d'une association entre un apport élevé en vitamine E et un risque plus faible de maladies coronariennes chez les hommes. Et ils nous disent, ils concluent, les recommandations de politique publique concernant l'utilisation de suppléments de vitamine E devraient attendre les résultats d'études supplémentaires. Donc là, on voit que les scientifiques sont assez prudents, mais si on lit trop vite en diagonale, on va se dire, tiens, ça peut être intéressant de supplémenter notre patient en vitamine E. Et en plus, si on lit dans les résultats, effectivement, là, on a les résultats qui nous disent que, globalement, on observe un risque plus faible de maladies coronariennes chez les hommes qui ont des apports plus élevés en vitamine E. Et après, voilà, il peut avoir différentes choses, mais globalement, que ça a un effet très spécifique. Donc, on serait tenté de se dire, tiens, il faut se supplémenter en vitamine E. Prendre des suppléments en vitamine E, c'est intéressant. Maintenant, encore une fois, là, on est sur une étude qui date de 1993 et qui est une étude de cohorte. Donc, et comment on sait que c'est une étude de cohorte ? Parce que du coup, c'est marqué là, en 1986, 39 000 professionnels de santé américains qui n'étaient pas malades ont suivi une étude, et au cours de 4 années de suivi, on a documenté les maladies coronariennes. Autrement dit, c'est une étude de suivi, donc on pourrait dire c'est une étude de cohorte. Elle date, elle a quelques années, cette étude, et puis les scientifiques quand même gardent en tête, souvent quand ils concluent, ils vont venir nuancer les choses. Ils nous disent là, il faudrait attendre les résultats de cette étude. Donc ça, c'est important, ça nous met un petit bémol. Mais des fois, on passe à côté, c'est moi le premier. Donc là, spontanément, j'aurais tendance à aller voir un petit peu ce que je pourrais taper sur ce moteur de recherche pour trouver d'autres études. Donc là, on pourrait se dire, tiens, vitamine E, on tape vraiment vitamine E. Alors gardez en tête que ce que vous allez mettre dans le moteur de recherche, ça se doit d'être en anglais, parce que la base de données est anglaise. Donc vous allez taper vitamine E, et puis là, on voudrait voir, par exemple, la supplémentation en vitamine E, donc vitamine E, supplementation, on tape sur entrée. Et là, on a une méta-analyse là en tout premier. On a directement une méta-analyse qui sort, qui nous montre la supplémentation en vitamine E à forte dose peut augmenter la mortalité toutes causes confondues. Et là, en lisant juste le titre, ça nous permet de nous dire c'est peut-être pas une très bonne idée de se supplémenter en vitamine E, puisque vraisemblablement, cette méta-analyse nous dit que ça augmente la mortalité. Donc on peut aller cliquer dessus pour aller voir ce que ça donne. Donc là, pareil, on a la revue, c'est Annals Intern Medicine. On peut laisser dessus, normalement, il nous donne l'acronyme. Voilà, Annales de médecine interne. C'est la traduction française. Donc c'est une bonne revue, ça je peux vous le dire. Donc il n'y a pas de souci, on trouverait un impact factor. Vraisemblablement, les auteurs, on trouverait un index. Donc ça passe les premiers filtres, on va dire, c'est une vraie revue. Et là, l'avantage, c'est que c'est une méta-analyse. Donc en fait, c'est un rassemblement de plusieurs études qui va nous permettre de raisonner avec un nombre beaucoup plus important de participants. Et là, on voit qu'effectivement, si on zoome sur patients, on raisonne avec 136 000 participants qui ont participé à 19 essais. Et dans les essais, ils ont testé la vitamine E, soit combinée avec d'autres vitamines, soit seule. Autrement dit, ils ont supplémenté en vitamine E et ils ont regardé du coup comment évoluer certains paramètres santé, et notamment la mortalité qu'on appelle toutes causes confondues, c'est la probabilité de décès de tout un chacun. Et ils nous donnent la synthèse, ils nous disent il y a 9 essais sur 11 qui testent une vitamine D à haute dose,
qui ont montré un risque accru de mortalité, toutes causes confondues, dans les comparaisons de vitamine E par rapport au contrôle. Comprenez par là que les personnes qui se supplémentaient en vitamine E, on observait plus de décès chez ces personnes-là que chez les autres personnes. Et souvent, dans les modèles mathématiques des chercheurs, ils vont venir corriger par 2 paramètres. Ça, c'est une critique qu'on fait beaucoup sur la chaîne YouTube, des fois, sur certaines études en nutrition. On dit, ouais, mais ça peut être lié à autre chose. En fait, le autre chose, souvent, les scientifiques essayent de le prendre en compte. Autrement dit, souvent, notre modèle, il va être corrigé, par exemple, sur l'IMC. Il va être corrigé sur plein d'autres paramètres. Autrement dit, ça va être indépendant de tous ces paramètres. C'est-à-dire qu'on est sûr que ce n'est pas ces paramètres qui ont une influence. On est sûr bel et bien que c'est la vitamine E qui a eu une influence. Donc là, finalement, très rapidement, on arrive à se dire que ce n'est pas une très bonne idée de se supplémenter en vitamine E, juste avec une méta-analyse. On pourrait aller en lire d'autres, parce que vraisemblablement, il y en aura d'autres qui vont sortir. Et la conclusion de l'étude, elle est assez nette. On vous dit les suppléments de vitamine E à forte dose peuvent augmenter la mortalité, toutes causes confondues, et doivent être évités. Donc là, je veux dire, il n'y a pas trop de questions à se poser. La conclusion, elle est assez nette, claire et précise. Globalement, il faudrait éviter de se supplémenter en vitamine E parce que ça augmente la probabilité de décès. Après, voilà, encore une fois, là, on fait un exercice assez rapide. Ouais. On pourrait aller en dire plus. Un filtre qui pourrait être intéressant à cliquer, notamment pour avoir une réponse rapide, c'est ce filtre-là, méta-analyse. Ouais. Et en fait, quand on clique dessus, automatiquement, le moteur de recherche va nous filtrer nos mots-clés avec que des méta-analyses. Et donc là, on en a une de 2024 qui teste la supplémentation en vitamine E avec les accidents vasculaires cérébraux. Donc on peut cliquer dessus. Donc pareil, là, automatiquement, ça me traduit parce que j'ai demandé de traduire. Donc c'est Nutrition Review. Pareil, c'est fiable. C'est fiable, c'est Oxford Academy, donc ça, il n'y a pas de souci. Et là, on peut aller lire, si on veut, directement la conclusion. Normalement, on est d'accord que moi, j'aurais tendance à aller lire les résultats directement. Mais il faudrait avoir un niveau, on va dire, un peu plus élevé pour bien comprendre tous les résultats. Mais la conclusion, normalement, est souvent assez intéressante. On vous dit, la supplémentation en vitamine E seule n'est pas associée à la réduction d'accidents vasculaires cérébraux. Au lieu de cela, la supplémentation en vitamine E avec d'autres antioxydants réduit l'incidence de l'accident vasculaire cérébral ischémique, mais augmente le risque d'accident vasculaire cérébral hémorragique, annulant tout effet bénéfique qui en découle. Ainsi, la vitamine E n'est pas recommandée dans la prévention des AVC. Donc encore une fois, et là c'est une publication qui est assez récente, puisqu'elle date de 2024, c'est sa première août 2024, et qui nous dit que se supplémenter en vitamine E pour lutter contre les AVC, vraisemblablement, c'est pas une bonne idée. Ok. Donc voilà, en fait, on a une réponse assez rapide, où on est parti effectivement notre porte d'entrée, ça a été un article qui nous dit que ça peut être positif. Mais après, quand on vient... Là, c'est un seul article sur une seule étude de cohorte. L'avantage des méta-analyses, c'est qu'il y a plein d'études de cohorte qui sont combinées pour avoir une réponse globale. Et finalement, en fait, on a une réponse très rapide avec beaucoup de personnes, autrement dit, beaucoup d'études. Ok, alors on va faire un deuxième petit exercice parce qu'on est chaud là. Pareil, je t'ai envoyé une étude. Donc là, ce serait la question de est-ce que je dois adapter mon alimentation en fonction de ma génétique? Parce que maintenant, on peut faire des tests. Oui. On envoie un test et on nous dit ce qu'on doit plutôt manger, pas manger, ce à quoi on est allergique ou pas. Exactement. Ouais. Est-ce que ça a un avenir? Ça, on va regarder. Donc je vais délibérément retourner sur PubMed en version anglaise. Ouais. Et je vais taper Nutrigenomics. Donc, ce qui est le terme pour parler de nutri-génétique. Alors, là, il y a plein d'études qui sortent. Et encore une fois, le risque, je sais que je me noie dans une masse de données incommensurable. Parce que finalement, là, si on regarde, il y a 3740 articles qui sortent. Donc, tu vas cibler les méta-analyses? Donc, je vais directement cibler les méta-analyses. Okay. Donc, je clique, ça me cible les méta-analyses. Et là, globalement, j'ai une première méta-analyse qui peut être intéressante, qui date de 2018. Donc là, on peut voir qu'il y a beaucoup d'auteurs. Ah oui. Donc, vraisemblablement, ça a été une grosse étude scientifique. Donc pareil, on va aller voir les résultats. Hop. Globalement, ils nous disent qu'ils ont utilisé plein de variantes de gènes pour 81 000 cas de diabète de type 2, des contrôles, etc. Ce qui va m'intéresser, c'est d'aller voir un peu vite à la fin pour voir en fait si ça nous permet de se dire si c'est intéressant ou pas. Donc ils nous disent, dans 13 autres, les variantes de codage associées représentaient clairement de fausses pistes, avec le potentiel de générer une interférence mécanistique erronée. Là, il y a des mots pas très positifs qui sont mis en avant. Et ils nous disent que les associations de variantes de codage, en fait, c'est les variantes de gènes. Variantes de codage, là, c'est mal traduit, mais c'est l'idée d'un gène différent, offrent une voie directe vers la compréhension biologique des maladies complexes et l'identification des cibles thérapeutiques validées. Et ils nous disent, cependant, une interférence mécaniste appropriée nécessite une spécification minutieuse de leur contribution causale à la prédisposition de la maladie. Autrement dit, c'est une phrase très complexe pour dire que les scientifiques ne savent pas grand-chose et que pour l'instant, c'est beaucoup trop précoce
pour pouvoir dire quoi que ce soit. Ok. Donc bon, bah là, on n'est pas... Pourtant, c'est un beau bébé, hein. C'est une belle étude qui a été publiée dans une sous-section de Nature. Donc pareil, hein, c'est Ouais. un truc qui est assez joli. Mais globalement, pour dire que bah, pour l'instant, la connaissance humaine ne nous permet pas d'arriver à ce niveau de détail. Mhm. Donc nous, quand on voit ça en tant que pro de santé, c'est voilà, tout de suite, si un patient nous en parle, qu'est-ce qu'on fait? Attention, il Oui. n'y a aucune preuve à ce jour avérée. Et un truc qui sera à mon sens essentiel de rappeler, c'est que il faut toujours essayer un petit peu de distinguer ce qui stimule les chercheurs de ce qui nous peut nous stimuler en tant que diététicien. C'est-à-dire qu'il va, quand bien même, imaginons qu'on ait une lecture ici très poussée en disant bah oui, ça peut être une piste intéressante. Les chercheurs vont garder en tête que ce n'est qu'une piste. C'est une piste intéressante. C'est-à-dire que pour nous, le jour où ça arrive vraiment dans la pratique clinique, il va peut-être s'écouler 10, 15, 20 ans. Il faut quand même garder en tête qu'un chercheur, il flirte à chaque fois en permanence avec les limites de la connaissance humaine. Ouais. C'est ce qui est beau, entre guillemets. C'est Et en stimulant. fait, on rêve tous, en tant que chercheurs, de faire une grosse découverte scientifique. De se dire, bah voilà, on découvre, je dis une bêtise, l'ADN. Bah, celui qui a découvert l'ADN, ça devait être incroyable. Il a découvert le code génétique. Et souvent, ça donne lieu à un prix Nobel. Des grosses découvertes comme ça, en tout cas. Mais pour l'instant, on en est encore quand même assez loin. Ouais. Ouais. Et si on veut participer à des études, comment on peut faire, nous c'est pas du tout avec notre casquette de diète, mais on peut s'inscrire quelque part? Ouais, on peut s'inscrire quelque part. Souvent, on peut aller voir les centres de recherche qui travaillent du coup avec des participants. Et en fait, on peut s'inscrire dans la base de données. Donc, moi, je sais que quand je travaillais au centre de recherche en nutrition humaine Rhône-Alpes à Lyon, on avait une base de données de participants, donc de participants sains, c'est-à-dire des personnes lambda qui n'ont pas de maladie, ou de patients qui ont des pathologies et qui, en fait, souhaitent participer à des essais cliniques. Et nous, en fonction des essais qu'on va avoir en cours, on peut, du coup, appeler les personnes pour savoir si elles veulent participer. Okay. On leur présente l'étude, après, elles viennent faire une visite de sélection pour savoir si elles collent aux critères. On leur explique bien l'étude, elles signent un consentement, et si c'est OK, elles participent à l'étude. Dans tous les cas, elles peuvent retirer leur consentement quand elles le souhaitent. Donc, c'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai plus envie de participer, j'ai le droit. Parce que si on veut me donner des grosses doses de vitamine E... Tu peux aller participer à ce genre d'essai. On a notre surmince finalement. Après, voilà, il y a plein de types d'essais divers et variés, et des fois, ça va être juste de tester des alimentations différentes, par exemple. Il y a des chercheurs qui sont intéressés, par exemple, de tester un pain blanc versus un pain complet. Et puis tu fais ça pendant 2 mois, et tu vois ce qui se passe. Donc on te fournit le pain, on te dit que tu vas venir passer X journées au laboratoire, tu vas faire des prises de sang, ou tu vas faire un repas thèse, la calorimétrie indirecte, ça dépend un petit peu de la dynamique de l'étude. Et puis tu vas être indemnisé pour avoir participé à cette étude. Indemnisé, je n'ai pas dit rémunéré. Être cobaye, ce n'est pas un métier. Par contre, effectivement, le fait que tu aies passé du temps avec nous, c'est du temps que tu n'as pas pu allouer au travail, donc avoir une source de revenus. Donc automatiquement, on va considérer que ce temps, il est monnayable pour toi. Et effectivement, on va t'indemniser. Et l'indemnisation, elle va être aussi ratio du niveau d'invasivité du protocole. C'est-à-dire que si je te fais juste remplir des questionnaires, ça va quoi. Ça va, c'est simple. Si je te fais une prise de sang, bah, c'est déjà plus invasif, parce que forcément, hein, je te pique et puis bah, je prends du sang. Puis après, tu peux aller jusqu'à prendre des biopsies de muscles, des biopsies de tissu adipeux, faire des repas tests, donc rester pendant 6 heures sur un lit, où on te fait des prises de sang à répétition pendant un certain temps. Ça va vraiment dépendre un petit peu de la méthodologie qui a été mise en place dans le protocole, des outils qui sont utilisés. On a besoin de gens pour ça, quoi. On a besoin de gens qui participent. Moi, je sais que j'ai déjà, à titre personnel, participé à une étude pour voir l'autre côté, en fait. Parce que je me suis toujours positionné en tant que personne qui recrutait des participants pour faire des études. Puis je me suis dit, quand même, ça vaut le coup d'essayer de vivre les deux côtés. Donc, de vivre aussi le côté quand tu es participant. Et effectivement, bah, c'est assez intéressant. Okay. Ça change un petit peu aussi Je trouve que tout bon scientifique, mais généralement tous les scientifiques le font, ils participent à des études, histoire de se rendre compte un petit peu des deux côtés. Ça donne. Ok, bon, cool, très clair. Merci beaucoup, Kevin, pour toutes ces explications. Donc, tu as conçu, imaginé une formation d'une journée. Je peux en parler parce que je l'ai faite il y a quelques mois maintenant. Pour justement former les diététiciens ou ceux qui souhaitent en fait. Ceux qui souhaitent apprendre à lire des articles. À la lecture d'articles, C'est un peu orienté nutrition, mais en fait ça peut s'appliquer un peu à toutes les recherches biomédicales, on va dire au sens large. Et donc il y a une partie justement où on analyse pour voir si l'article peut être fiable, comment c'est construit, etc. Puis il y a aussi toute une partie avec des exercices très concrets. Donc, voilà, on mettra toutes les infos pour ta formation. Merci. Voilà, comme je l'ai faite, je peux vraiment en parler. Et moi, elle m'a beaucoup apporté, donc je la conseille vraiment
plus grand nombre et c'est sur une journée. Donc, le rapport temps par rapport à ce qu'on va apprendre, il est bon, quoi. Ok, cool. Ça, c'est Donc, rassurant pour moi. bah voilà, c'est vrai que quand on bosse, on n'a pas forcément des semaines à consacrer à ça. Et donc, je trouve que voilà, en une journée, on peut déjà être bien au fait. Donc, voilà, c'est cool. Et puis, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut voir toutes tes actus et tout? Alors, on peut me suivre. Là où je suis le plus actif, c'est sur YouTube. Donc, je fais des vidéos de vulgarisation scientifique. Donc, pareil, hein, le but, c'est de lire des articles scientifiques et de le présenter. Donc, avec on va dire, des sujets un peu touchy, hein, le régime keto chez sportif, le collagène, la supplémentation en vitamines, l'alimentation équilibrée. On va dire vraiment les trucs qui sont un peu tendance, mais justement pour donner de la science Ouais. dans ces trucs qu'on entend. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, je ne vends pas de compléments alimentaires, je ne vends pas de collagène, je ne vends rien, je ne vends pas de code promo, rien du tout. Le but, c'est de présenter factuellement des articles. Donc c'est là où je suis plus actif, c'est ma chaîne YouTube, donc c'est Dr Kevin Cessel. Après j'ai un compte Insta aussi. Que tu alimentes maintenant. Parce que quand tu es venu la première fois, c'était pas le cas. Quand c'était la première fois, c'était pas le cas. C'était ma petite sœur Ophélie qui l'alimentait. Mais ça a changé. Ouais, du coup, elle a moins de temps pour moi. Ouais. Et du coup, effectivement, c'est à moi maintenant de le faire aussi. Elle était plus pré-câblée réseaux sociaux que moi. Donc, elle m'a aidé au départ. Puis maintenant, je suis devenu autonome. J'abonne elle. Donc, sur Insta aussi, je publie des choses. Et j'ai aussi, surtout, là où je suis pas mal actif, c'est sur LinkedIn aussi. Donc, on va dire mes 2 plateformes de prédilection, c'est YouTube, LinkedIn, Insta. Okay. J'ai fait un compte TikTok récemment pour publier des petits shorts que j'avais sur YouTube. Ouais. Je suis pas très fan. Okay. Je crois que c'est pas ma... En fait, voilà, je pense que les contenus que je diffuse, c'est des contenus qui sont quand même entre 15 et 30 minutes. Ouais. Et donc, ces plateformes ne sont pas forcément très adéquates, on va dire. Je pense aussi, ouais. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci, Justine. Et à une prochaine fois. À bientôt.